Alors bonjour à toutes et à tous. En effet, en 12 minutes, évidemment, on ne peut pas tout dire. Je dirais donc l'essentiel, qui sera sous forme plus de slogan que de raisonnement, hélas. Mais c'est un récit de l'avenir, puisqu'on parle à l'horizon 2050, qui est à la fois proche et lointain, mais qui est un peu, disons, orthogonal à une pensée mainstream, y compris dans le domaine de l'écologie au sens large. Alors, ça n'est pas par volonté de radicalisation ou d'extrémisme, mais c'est simplement par l'analyse de l'état du monde, l'analyse dynamique, puisqu'il y a les rapports du GIEC depuis 30 ans, il y a les rapports de l'IPBES dont on a entendu parler la semaine dernière, et puis d'autres rapports du PNUE, du Programme des Nations Unies pour l'environnement, ou d'autres. Bref, c'est sur des constats scientifiques qu'on peut élaborer une vision politique qui est à la fois globale, au sens planétaire du terme, mais aussi territoriale, et en ce sens, dans quelques minutes, je parlerai d'une étude que nous avons faite. Nous, c'est l'Institut Momentum, dont je suis le président, qui est une sorte d'association, un laboratoire d'idées qui existe depuis 8 ans, et une étude que nous avons faite à la demande de la SNCF, et dont les conclusions sont dans ce petit livret, mais c'est une étude territoriale, en gros, en répondant à la question « Comment vivra-t-on en Île-de-France en 2050 ?» Très différemment de maintenant. Ma vision, notre vision, s'organise autour des 3 prochaines décennies. À quelques années près, car je ne suis pas Nostradamus ou Madame Soleil, mais disons que la prochaine décennie, 2020-2030, sera la décennie de l'effondrement, en effet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'effondrement systémique mondial? Ça n'est pas les catastrophes ou les incidents ou les accidents comme Fukushima ou Tchernobyl ou Bhopal ou Katrina. C'est systémique au sens que l'ensemble, disons, des besoins et des services dont nous disposons actuellement se seront effondrés, et global au sens que, eh bien, ça se passe dans tous les pays à la fois en quelques années. Bien entendu, ça n'est pas ici un discours de blockbuster hollywoodien où on voit un effondrement du jour d'après, pour faire référence à un film. Mais c'est en quelques années, là, disons 10 ans, 2020, 2030, à quelques années près. Alors, pour donner une définition un peu plus précise, même si c'est en une seule phrase, dont j'appelle effondrement systémique et global, eh bien, un processus à l'issue duquel les besoins de base, l'alimentation, l'eau potable, la chaleur, l'énergie, l'habitat, les transports, la mobilité, donc tous ces besoins de base, ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Ceci s'applique à tous les pays, autrement dit, en gros, chaque État du monde s'est lui-même effondré. Disons, en 2035, la France républicaine et unitaire n'existe plus. Ce qui existe, ce sont des biorégions. D'ailleurs, le livre que nous avons écrit s'appelle « Biorégion 2050 pour l'Île-de-France ». Et l'Île-de-France elle-même, j'en dirai quelques mots, est profondément transformée. Ça n'est pas du tout, encore une fois, une espèce de continuum entre des choses très continuistes, par exemple la loi de transition énergétique ou la transition écologique, comme on voit depuis 2015 à travers cette loi, qui serait incrémentale, gradualiste, continuiste, et où tout se passerait bien. D'ailleurs, dans cette loi, il y a des choses très rigolotes, puisqu'en gros, on veut diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre de la France, diviser par 2 la consommation d'énergie primaire, mais multiplier par 2 aussi le PIB. C'est une folie, tout simplement, ça n'existe pas. Bon. Mais ça n'est pas la seule tare de cette loi, hélas. Alors, c'est donc la première étape, l'effondrement. Et puis à partir de 2030 jusque vers 2040, à quelques années près, c'est l'épisode qu'on pourrait appeler l'épisode de survie. C'est-à-dire que le monde sera tellement effondré, il n'y aura plus d'État régalien dans aucun territoire. Vous imaginez, c'est le big picture, hein. Ce n'est pas le détail local dont on va parler après. Eh bien, on pourra vivre en effet de manière, j'espère, civilisée, sur les restes, les débris, les résidus de la société thermo-industrielle qui se sera elle-même effondrée dans les années 20. Alors, dans quelles conditions? Eh bien, dans notre étude
nous le montrons. Et puis, après 2040, à quelques années près, eh bien, c'est un épisode où bien c'est la disparition de l'espèce humaine en tant que telle, ce qui est possible. Oui, ça fait rire évidemment, mais c'est une possibilité. Et puis, il peut y avoir évidemment une autre possibilité, c'est qu'il reste encore un petit peu, ici et là, une humanité qu'on peut appeler civilisée. Bien sûr, la barbarie est toujours possible. Mais je parle de civilisation avec des valeurs qui sont les valeurs républicaines. En gros, on peut évidemment en mettre d'autres. On peut dire solidarité, responsabilité, mais c'est la même chose que le triptyque républicain. Donc voilà à peu près les 30 prochaines années, à quelques années près. Bon. Alors maintenant, dans certains domaines, qu'est-ce que ça donne? Au point de vue thématique, même si c'est une vision globale et systémique. En gros, systémique, ça veut dire que tout se tient. C'est là que je vais peut-être projeter une diapo. Donc voilà à peu près les grandes infrastructures, à la fois françaises, parisiennes, si vous voulez, françaises, européennes et mondiales, celles qui sont toutes en réseau. C'est ça l'approche systémique, c'est qu'elles se tiennent toutes maintenant. Auparavant, le taux de dépendance de la France en 1965, il était de 8%. Autrement dit, 92% de la France se démerdait elle-même pour avoir les problèmes, enfin, les questions alimentaires, les questions de sécurité, les questions d'habitat, les questions d'énergie, etc. Maintenant, il dépasse 50%. On est dans la mondialisation, qui est très dangereux, comme on l'a vu au moment du crash de 2008. Alors, vous voyez, il y a ici les énergies fossiles, là, c'est l'électricité, là, les communications, les transports, l'eau, les services de sécurité, le service bancaire et puis les gouvernements, l'armée et la police et l'éducation et la santé. Bon. Eh bien, on voit bien que tout ça est très relié et que, à mon avis, celui qui donne un petit peu disons que le signe avant-coureur est donné essentiellement par le système financier. C'est là qu'on voit quand ça devient fébrile, comme on l'a vu en septembre 2008 pour des raisons qui ne sont pas du tout financières, mais qui tiennent à l'économie réelle, à l'économie matérialiste. Ce qui s'est passé en 2008 a peu de choses à voir avec l'économie financière. Ce qui a compté, c'est plutôt que le baril de pétrole, comme le sait très bien Mathieu ici présent, eh bien, a atteint en juillet 2008 $143 sur la bourse de New York et que c'était insupportable. Je passe à cette étude donc, qui a été faite par notre institut. Voilà, depuis 2 ans qu'on bosse dessus. La SNCF nous a demandé comment ça va se passer en 2050 en Île-de-France. Nous pensons que l'Île-de-France, qui est actuellement à peu plus de 12 millions d'habitants, c'est une étude territorialisée, sera autour de, car encore une fois, évidemment, ce qui compte, ce n'est pas les virgules, c'est les grandes masses, autour de 6 millions d'habitants. Disons, on aura perdu en Île-de-France la moitié, vous allez me dire comment? Eh bien, les plus aisés, les plus riches, seront partis ailleurs qu'en Île-de-France, qui sera partiellement inhabitable, pour des raisons écologiques, bien entendu, de biodiversité, d'énergie et de climat. Et puis les autres seront morts. Un peu comme entre 1348 et 1352, l'Europe, qui avait 50 millions d'habitants, est passée à 25 millions en 4 ans, à cause de la peste noire. C'était une autre raison, mais il peut y avoir justement des ruptures, y compris démographiques. Bon, deuxième hypothèse, en ce qui concerne la mobilité sociale. Que feront les gens? Quels seront les éventuels survivants, en tout cas rescapés, en 2050 en Île-de-France, les franciliens? Eh bien, actuellement, il y a, sur 12 millions d'habitants, il y a 10 000 agriculteurs. Il y en aura 1,5 million sur les 6 millions restants. Et donc, la mobilité sociale sera considérable. C'est ce qu'on peut appeler l'exode urbain et, comme dirait Manu Larsenet, le retour à la terre. Mais ça se prépare. Il ne faut pas croire que c'est en 2049, évidemment, qu'on dira, un peu comme les émissions de gaz à effet de serre, il faudra les diviser par 4. Donc, tout ça est planifiable. Sinon, on se trompe et on va vers le pire. C'est une sorte d'élan vers la catastrophe. Alors, en ce qui concerne la mobilité, eh bien, actuellement, il y a un peu plus de 5 millions de véhicules en Île-de-France, des voitures, vroom vroom. Il y en aura moins de 100 000. Donc, une division par 50. Vous imaginez là aussi que ce n'est pas simplement avec des petits pas, comme disait notre ami Nicolas Hulot en septembre quand il a démissionné, qu'on va y arriver. C'est des vraies ruptures. Alors, je lis, pour terminer, quelques propositions d'actions, mais des actions évidemment à entreprendre maintenant, pas en 2049. Eh bien, en gros, la disponibilité énergétique sera moins d'une TEP par habitant et par an. Donc, c'est à peu près 3 fois moins que maintenant. Et encore, on a été généreux, là. Ça peut être beaucoup, beaucoup moins que ça.
il n'y aura plus évidemment ni nucléaire ni fossile. Donc c'est essentiellement la biomasse, le biogaz, le charbon de bois et le bois. Pour les métiers, eh bien, nous proposons qu'on se tourne de plus en plus vers les métiers du recyclage, peut-être de l'économie de notre amie Isabelle, les métiers manuels et les low-tech, comme dit mon ami Philippe Biwix, dont je vous recommande la lecture de tous les livres. Alors, les un peu plus de 600 000 hectares de surface agricole utile de l'Île-de-France, on peut en gagner encore 100 000 en dépavant ou débitumant certains parkings ou certaines rues ou certaines routes. Mais on essaiera de tendre vers l'autosuffisance alimentaire et l'autosuffisance énergétique de l'Île-de-France, qui actuellement est 99% non autosuffisant. Quelle est la politique la plus juste au point de vue social et au point de vue écologique? C'est le rationnement. C'est ce que nos amis britanniques appellent le cap and share. On plafonne les émissions de la France, on le divise par le nombre d'habitants, ça vous fait un quota chacun, et ce quota diminue tous les ans. Donc c'est vraiment une politique extrêmement juste au point de vue social, extrêmement juste. Tous les besoins de base, y compris pour les pauvres, sont garantis, et en même temps, évidemment, c'est juste au point de vue écologique, vous êtes garanti que vous atteignez vos objectifs en matière énergétique, si c'est ça, mais vous pouvez le faire aussi sur d'autres produits en matière de biodiversité ou d'alimentation, car je suis également assez favorable au revenu universel, comme on disait il y a 2 ans au moment de la présidentielle, revenu universel en nature, en kilos de semoule, en litres d'huile, etc. Sinon, si vous donnez de l'argent, bon, je déconne un petit peu pour terminer, eh bien les gens vont boire, et je vais au tiercé, merci.